Merci d'honorer le rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Pendant les 52 prochaines minutes, nous allons reparler de la crise anglophone avec le secours demandé par Paul Biya au chef traditionnel du Nord-Ouest à l'effet de calmer le mécontentement. Les personnes en furie qui brûlent, incendient les écoles et les édifices publics. En l'espace de 48 heures, 9 éléments des forces de maintien de l'ordre sont assassinés dans la région du Sud-Ouest et ces assassinats portent la mention des sécessionnistes anglophones du Cameroun. Mesdames, Messieurs, le développement dans quelques instants. Pour cette émission, nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau Serge Espoir Matomba. Il est le premier secrétaire du PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Nous avons du bonheur de vous recevoir sur ce plateau. C'est pas récurrent de vous avoir. C'est un bonheur partagé. Hein. Ok. Nous allons ouvrir cette émission, comme il est de tradition, par un fait de société. Il s'agit de cet enseignant qui est mort à la suite des piqûres des abeilles. C'est à Douala, précisément au quartier de la Cité des Palmiers. Justement, c'est une mort extraordinaire pour les populations qui ont assisté à cette piqûre d'insectes. Il y a quelques heures seulement, on nous a annoncé en entrant dans ce studio qu'il était enseignant dans la ville de Douala. Reportage d'Alex Lembe. Incroyable mais vrai, loin d'être une utopie ou mieux encore, un film de fiction, c'est plutôt une réalité. Ce jeune homme, enseignant de profession selon des sources sur place, la trentaine sonnée, venait d'effectuer une opération bancaire dans une succursale d'une banque de la place au quartier Cité des Palmiers à Douala. Au sortir de la banque, il a été surpris et pris d'assaut par un gigantesque essaim d'abeilles, abeilles qui vont le maîtriser comme vous pouvez le constater sur ces images amateurs prises par des témoins de l'horrible scène. Affaibli et anéanti, il sera agi et subira plutôt la torture à lui imposer par ces abeilles d'un autre genre. Il sera ôté de ce supplice par les sapeurs-pompiers venus en rescousse. Transporté d'urgence à l'hôpital général de Douala, malheureusement, aux dernières nouvelles, il succombera à ses piqûres en fin d'après-midi de ce jeudi. Selon les responsables de l'hôpital général de Douala, mysticisme ou alors simple accident de la nature, nul ne le saura. En tout cas, incroyable mais vrai. C'est vrai que ça fait froid dans le dos quand on regarde ces images. La victime est inerte, elle ne se bat pas, n'essaye pas de courir, rien du tout. Pour vous, c'est un fait qui sort de l'ordinaire où vous penchez pour le mystique. Alors, disons que c'est extraordinaire déjà parce que nous n'assistons pas généralement à ce genre de scénario, dans la vie publique comme privée d'ailleurs. Et ce que je peux déplorer ici, c'est la lenteur, n'est-ce pas, des secours. Vous savez, je me rappelle avoir vu des images de cet homme-là aux environs de 10 h du matin, 9 h, 10 h du matin, sauf que les premiers secours arrivés sur les lieux, c'était pratiquement 3 heures plus tard, et là encore peut-être quelque chose pouvait être fait, je dis bien peut-être, mais tout reste à croire que ce n'est rien d'aussi normal qu'un homme... de se rendre compte qu'il ne bouge pas, il est assis et se laisse piquer, il aurait essayé de fuir quand même. Mais je crois pour ma part qu'il s'est retrouvé face à une situation qui était beaucoup trop compliquée. Peut-être qu'il a essayé de fuir dès le départ, mais par la suite, il s'est senti incapable de réagir. Il a décidé de rester où il était, bloqué, puisqu'on parle de plus de 200 piqûres d'abeilles. Ce n'est pas... Il était tétanisé d'une certaine façon. On peut comprendre. Je suis un peu triste de parler de ce cas-là. Et voilà, je ne suis pas très à l'aise quand je parle de ce genre de situation. D'accord. Eh bien, nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons nous intéresser à la journée
internationale du sida qui a été célébrée le 1er décembre. C'était la 30e édition et en symbiose avec la communauté internationale. Le Cameroun est revenu sur les situations vécues, les personnes vivant avec le VIH-Sida, la prise en charge, la transmission mère-enfant. Mais Canal 2 International a choisi de se rendre dans un camp de réfugiés. C'est à Garoua-Boulaye pour rencontrer les personnes qui vivent avec cette maladie et surtout la difficulté de leur prise en charge. Mireille Fleurmanet. Ce leader communautaire sensibilise ici en langue locale, aidé par la doyenne des femmes. Nous sommes à Garoua-Boulaye, dans le camp des réfugiés de Wami. Mamadou Amadou s'occupe de ce camp de réfugiés créé en 2014, au début de la crise centrafricaine. Oui, c'est que là, la population qui sont déplacées sont vraiment vulnérables par rapport à beaucoup de choses. Si au cas des choses peut les arriver, vous allez trouver que peut-être une famille qui peut être peut-être un peu souffrant, et s'ils n'ont pas pris en charge de faire le dépistage et des trucs comme ça, ils peuvent aussi contaminer les autres personnes sans le savoir. Cette dame est veuve depuis 9 ans. Il y a 2 ans, elle a découvert qu'elle était séropositive. Et c'est ici, à l'unité de prise en charge de Garoua-Boulaye, qu'elle vient chercher son traitement. Je me sentais que je n'avais pas la santé, je vais passer directement à l'hôpital pour faire la visite. Et c'est pendant la visite qu'on a découvert que je suis malade par le VIH. Garoua-Boulaye compte dans sa cohorte plus de 1800 patients, donc les réfugiés représentent près de 285 patients. Et la difficulté qu'on rencontre avec eux, c'est qu'avec la stabilité, le retour de la stabilité en RCA, il y a beaucoup de patients qui rentrent chez eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne prennent pas leur transfert et ils sont comptés comme perdus de vue. L'autre stratégie développée dans ces centres de traitement agréés pour améliorer le statut des patients séropositifs est celle de la supplémentation alimentaire à travers le projet Food by Prescription, financé par les partenaires du HCR. Un monsieur de 1,75 m qui a 30 kg, après avoir pris normalement sa bouillie, au bout de 2 mois, peut monter à 45 kg. Donc c'est un programme qui aide vraiment. Cameroun héberge aujourd'hui 550 000 populations déplacées. Les données issues des campagnes de dépistage ont révélé que la prévalence du VIH chez les réfugiés n'était pas négligeable. Dans le camp de Minawawo, dans l'extrême nord, un taux de 0,9% est enregistré sur 815 personnes testées en mars 2015. Les camps de réfugiés de Garoua-Boulaye, Batouri, Betareoya et Kété à l'est du Cameroun enregistrent 4% parmi les 300 personnes testées. C'est pourquoi le gouvernement camerounais a initié la mise en œuvre des pères éducateurs dans ces camps de réfugiés. Alors, on observe de plus en plus des personnes vivant avec le virus du VIH-Sida qui acceptent témoigner à visage découvert. C'est la preuve que la stigmatisation a connu un certain recul. Disons qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, les gens acceptent, comme vous le dites, déjà de témoigner à visage découvert. C'est parce que il y a cette acceptation même des familles et de l'entourage, comme quoi le sida est une maladie comme toute autre maladie, mais qui, lorsqu'il est connu, déclaré, il y a un accompagnement, la personne peut véritablement vivre sans problème. Je pense que notre plus grosse difficulté, c'est toujours de cacher le mal que nous avons, et évidemment, lorsque nous le cachons, nous mourrons avec, parce que nous ne pouvons déjà pas assumer même le traitement qui va avec, et voilà, aujourd'hui, cette évolution peut se constater, la société évolue aussi de plus en plus, on sait aujourd'hui qu'une personne atteinte du virus n'est forcément pas une personne qui est appelée à mourir à l'immédiat, mais c'est une personne qui, en suivant un traitement, peut évidemment retrouver la santé. Il ne faudrait pas aussi ignorer le fait qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle, comme plusieurs personnes essaient de démontrer, arrive à apporter un soulagement de ce côté-là. Donc aujourd'hui, les malades sont de plus en plus
avertis, et c'est en cela que servent véritablement ces campagnes de sensibilisation, parce qu'ils amènent non seulement les malades, mais les personnes qui sont autour des malades aussi à comprendre que ces personnes ne doivent pas être isolées de la société parce qu'elles sont atteintes du virus. Il y a des personnes qui souffrent des maladies encore plus graves que le VIH-Sida, à l'instar des hépatites virales. Au Cameroun, on compte plus de malades d'hépatite. Il faut dépenser plusieurs centaines de mille pour se mettre à l'abri d'une hépatite virale C, par exemple. Avec une hépatite virale B, le traitement, il est à vie. En restant justement dans le versant de la sensibilisation contre le VIH-Sida, il y a le Paris 2030 lancé par la première dame du Cameroun, 90, 90, 90. Il faudrait qu'en 2030, que 90 personnes au Cameroun, 90% de la population camerounaise soit sensibilisée, 90% ait fait son dépistage, 90% ait retiré le résultat, parce que c'est notre challenge, beaucoup font les tests mais ne retirent pas, et 90 autres aient pris le traitement, puisqu'il est gratuit. Nous avons parlé à l'entame de cette émission de la crise anglophone qui connaît des nouveaux rebondissements avec des assassinats portés sur la personne des hommes en tenue, on les appelle ainsi les forces de maintien de l'ordre. En une semaine, 9 éléments de forces de maintien de l'ordre sont tués dans la région du sud-ouest Cameroun. 4 soldats qui assuraient la garde au poste d'Aborkem, une localité non loin de Manfé, sont assassinés la nuit de mercredi à jeudi. C'est 5 autres policiers qui sont tués dans la même région, et ça fait 13 éléments des forces de maintien de l'ordre assassinés dans la zone anglophone en l'espace d'un mois. Il faut signaler, Serge Espoir Matomba, que ces assassinats surviennent dans un contexte de restriction des mouvements de personnes, couvre-feu dans la région du nord-ouest, couvre-feu dans la région du sud-ouest, justement, avec des perquisitions dans les bastions des sécessionnistes. Malgré cela, les lycées, les collèges, les écoles, les édifices publics sont brûlés. Pourquoi cela? Écoutez, si vous me permettez déjà, je dois rendre hommage. Je rends hommage, n'est-ce pas, aux hommes en tenue, décédés. Et je voudrais ici encourager leur famille à ne pas perdre espoir. À ne pas perdre espoir, et à savoir surtout que ces personnes se battaient pour notre sécurité. Et il va de notre devoir, d'ailleurs, à nous tous, de soutenir les familles endeuillées et de rendre un vibrant hommage à ces hommes qui sont tombés pour notre sécurité. Alors je dirais que pour la suite, aucune raison ne justifie ce type d'acte. Aucune raison. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous condamnons avec la dernière énergie ces assassinats. Mais alors, dès qu'on a fini de dire cela, nous n'oublions pas que pour cette crise qui a connu une évolution depuis quelques mois, voire un an déjà, ce n'est pas une crise d'aujourd'hui. Nous le disons depuis, c'est une crise depuis des années 60. Et c'est une crise, c'est un problème qui pouvait avoir des solutions depuis toujours. Mais pourquoi n'avons-nous pas trouvé des solutions à ce problème qui est qui n'est pas un problème nouveau, qui est un vieux problème comme notre indépendance d'ailleurs. Mais pourquoi n'avons-nous pas eu des solutions? Et aujourd'hui, les personnes qui sont appelées à trouver des solutions à ce problème sont les mêmes qui, depuis toujours, ont même assisté aux assises des négociations. Non, ces personnes n'ont plus la capacité de manager ce type de problème. C'est pour cette raison d'ailleurs que les solutions cosmétiques qui sont prises pour apporter une sorte de résolution à cette crise ne fonctionne pas. Vous avez vu les 3 missions Philémon Yang qui ont été vouées à l'échec. Vous avez vu tout ce qui se passe, le couvre-feu. Mais le problème, est-ce qu'il se trouve à ce niveau? D'ailleurs, nous avons fait une sortie où nous avons proposé des solutions. Nous avons demandé qu'un dialogue inclusif soit mené d'une extrême urgence. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons demandé aussi qu'on associe pour ce dialogue-là des acteurs crédibles. Vous savez, quand vous êtes dans les zones dites anglophones, de nord-ouest, sud-ouest, vous allez remarquer que ces populations sont énormément attachées à la religion.
C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons dit, c'est le clergé, les pasteurs et autres doivent être associés à la discussion autour d'une table. Nous avons aussi dit que les chefs traditionnels doivent être associés aux négociations. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater? Paul Biya semble vous avoir écouté. Écoutez, à quelle heure? Il n'est jamais trop tard pour réagir. Il n'est jamais très tard. Il ne demandait par exemple aux chefs traditionnels de calmer. Écoutez, nous sommes dans une période d'une crise grave. Ce que le chef de l'État peut faire encore pour sauver les meubles, c'est se déplacer, aller vers les chefs et non les inviter comme c'est le cas. Pour les recevoir et discuter, il peut aller vers eux. Ce sont des personnes qui sont écoutées par les populations. Ils sentiront aussi ce respect du premier Camerounais, c'est du premier manager du Cameroun, venir vers eux humblement. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous ici de démontrer notre force. Il ne s'agit plus de cela. L'échec est là, il est cuisant. Mais nous devons réparer. Mais pour réparer, nous devons déjà trouver des solutions qui ne vont plus permettre des pertes en vies humaines. Et il faut discuter, il faut aller à la source, discuter avec ces personnes, quitte à ce que plus tard, nous trouvons donc des solutions définitives, parce que nous avons d'ailleurs proposé, parce que et il ne faut pas perdre de vue que nous sommes allés jusqu'à demander la démission du chef de l'État. Voyez-vous, si le chef de l'État aujourd'hui démissionne, qui vous dit que ce problème ne va pas s'arrêter? C'est un problème lié à la personne du chef de l'État? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un problème qui est lié directement à notre système éducatif. Profondément. Parce qu'aujourd'hui, lorsque dans une nation comme la nôtre, nous avons des histoires qui sont des histoires différentes. Vous avez des interprétations de l'histoire, ça veut dire qu'il y a eu un problème, un échec quelque part. Si depuis les années 60, où ce problème avait été posé sur la table, il y avait eu une solution définitive réglée dans notre système éducatif, nous ne serons pas en train d'interpréter l'histoire du Cameroun. Vous savez, certaines personnes vous disent que de la partie anglophone, ils ont acquis leur indépendance, mais celui qui était chargé de transporter le courrier a été tué et le courrier s'est retrouvé entre les mains du président Ahidjo. D'autres personnes vous disent autre chose. En zone francophone, on vous dit autre chose. Donc vous avez des histoires dans une nation. Une seule nation, vous avez plusieurs histoires. Mais si le problème était, comme je l'ai dit tout à l'heure, résolu à la base, c'est-à-dire dans le système éducatif, aujourd'hui le Camerounais saurait pourquoi il est Camerounais, où se trouvent véritablement ses frontières, pourquoi il doit être fier d'être Camerounais, pourquoi il doit être fier d'appartenir à cette nation, pourquoi est-ce qu'il doit se battre pour que cette nation reste une seule nation et indivisible. Ce sont des choses qui s'enseignent, ce sont des choses qui s'inculquent. Et c'est l'école, c'est le système éducatif. Mais lorsque nous avons permis déjà que dans une nation, nous puissions avoir deux sous-systèmes éducatifs, ça rentre dans notre passé historique, on ne peut pas... Oui, c'est notre passé historique, sauf qu'on évolue. On évolue. Et on évolue dans la prévision de ce qui pourrait arriver. Vous voyez, je suis triste et outré de constater que, après avoir saisi le chef de l'État depuis 2010, pour une réforme urgente de notre système éducatif, il y a quelques jours, on découvre qu'un manuel scolaire utilisé par nos enfants fait l'apologie d'une nation imaginaire. Donc, et c'est trop grave. Il y a toujours des pécheurs en eau trouble. Comment est-ce que ce manuel se retrouve dans les cartables de nos enfants? Donc maintenant, on va faire, entre parenthèses, punir certaines personnes, et pourtant c'est toute une chaîne. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre système éducatif? Pourquoi avoir permis qu'il soit détruit de la sorte? Pourquoi est-ce que nous arrivons à ce type de crise quand on pouvait le résoudre? Quand on pouvait emmener chaque Camerounais à comprendre qu'il est Camerounais, il n'est pas anglophone, il n'est pas francophone, même si c'est tout cela qui forme l'ensemble des Camerounais. Et vous allez me dire aujourd'hui que ces personnes qui sont à l'origine ou qui ont entretenu ce problème sont ceux-là qui doivent résoudre ce problème. Je vais vous dire non. Ils ont démontré leur incapacité. Aujourd'hui, on nous a vendu un concept. On nous a dit, faites-nous confiance parce que nous sommes la garantie de la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose c'est pas une incantation. Ce n'est pas une incantation. La paix se travaille en amont.
Quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Le septentrion, nous avons des problèmes. À l'est du Cameroun, nous avons des problèmes. Au nord-ouest, au sud-ouest, nous avons des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est cette paix tant vantée que nous avions? La réponse ou d'autres interrogations, ce sera au cours de cette émission. Vous aurez un long temps de parole, ça je vous le garantis. Et nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale pour vivre cette bruyante manifestation des députés du SDF. C'était mercredi dernier, sifflet à la bouche pour certains et chant pour d'autres. Les camarades de Denis John-Frondi ont assailli le Premier ministre Philémon Yang au cours de la plénière, c'était la plénière justement, de présentation du programme économique, financier, social et culturel pour l'exercice 2018. Les parlementaires SDF demandent l'ouverture des débats sur la crise anglophone. Le 23 novembre dernier justement, ils ont refait ce qu'ils ont appelé opération du blocus. C'est un reportage de Ghislain Pierre-Essonneau. Lorsque le président de l'Assemblée nationale arrive à l'hémicycle de Ngouakéli en fin de matinée, en ce 29 novembre 2017, l'ambiance est déjà électrique côté député SDF. Kavaye Gedjibil ouvre du reste les travaux par l'observation d'une minute de silence en mémoire des victimes de Bamenda. Ensuite, parole est donnée au Premier ministre chef du gouvernement camerounais venu en ces lieux présenter le programme économique, financier et social du gouvernement pour l'exercice 2018. Philémon Yang monte à la chaire et c'est à ce moment que Joseph Bananzem convoque un mot d'ordre. Pour le président du groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale, il faut inscrire la crise anglophone au budget ou rien. Il compare les morts de l'extrême nord à ceux de Bamenda en s'offusquant de la négligence de l'Assemblée nationale et du Parlement en général relativement aux problèmes anglophones. Ils pensent que la crise anglophone est un problème secondaire et ils nous font écouter un discours vide du Premier ministre à la place du débat de fond sur le problème du Cameroun. Et donc nous avons indiqué qu'il n'y aura pas de débat à l'Assemblée tant que cela ne sera pas mis à l'ordre du jour. C'est le début de la bataille dans l'hémicycle. Le Premier ministre retourne à son siège sous la douleur des chants entonnés par les députés SDF. Retour au perchoir de Philémon Yang, tout en reconnaissant l'existence d'un problème au nord-ouest, mais pas suffisant pour calmer la colère significative des députés SDF. La vie d'un État, c'est comme un œuf. Quand un œuf se casse, on ne peut plus le reconstruire. Nous jouons beaucoup ces derniers temps avec le destin de ce pays. Contre vents et marées, le Premier ministre camerounais va sacrifier au rituel de présentation dans du chahut. Il s'agit pour nos collègues du SDF de reprendre la main. Parce que quand on suit bien l'actualité, on sait que nos collègues du SDF ont perdu la main dans ce qui est dit être leur fief, le Nord-Ouest. En vertu des franchises parlementaires, policiers et gendarmes sont tenus hors de l'hémicycle. Les oppositions du SDF ont encore de beaux jours devant eux. Serge Espoir Matomba, malgré l'indignation du Social Democratic Front, Philémon Yang a reconnu la nécessité d'ouvrir un dialogue sur cette crise. Il a d'ailleurs dit « nous aurons l'opportunité de discuter ». Il faut comprendre, et déjà il faut dire que le SDF est dans son rôle de représentant du peuple. Lorsque le peuple souffre dans sa chair, le peuple a élu des hommes qui le représentent. Ces hommes doivent parler pour ce peuple. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi refuser ce dialogue? Pourquoi refuser d'ouvrir ces débats? Donc, pourquoi avoir peur d'ouvrir ces débats? Bon, même si nous allons considérer que les parlementaires du SDF sont minoritaires à l'Assemblée, mais il faut c'est une question nationale. Il faut ouvrir ce débat, il faut en parler. C'est le peuple qui souffre, c'est tous les Camerounais qui souffrent dans leur chair. L'honorable Doc Collins du RDPC, député du Vouri, si je ne me trompe pas, député du Vouri, justement, il a estimé que c'est une stratégie pour le SDF de se remettre en scène. Le SDF aurait perdu de la notoriété sur le terrain. Le Parlement camerounais, notamment les députés RDPC, ne réchignent pas à ouvrir un dialogue sur la crise anglophone. Mais la journée
du vendredi est consacré aux questions orales. On aurait pu poser les questions le vendredi et on y aurait répondu. Mais le SDF préfère poser ces questions le mercredi et le jeudi et ça fait pas sérieux. Écoutez, je ne peux pas commenter la lecture du député de l'honorable de Collins, comme je ne peux pas aussi commenter la stratégie menée par le SDF. Ce que je peux dire, c'est que le SDF et ses parlementaires sont les représentants du peuple. Et ils doivent parler pour le peuple. Il est normal que lorsque, à l'ordre du jour, un problème qui concerne le peuple n'est pas sur la table, ils doivent manifester. Mais donc, je déplore tout simplement que ce soit à la fin, n'est-ce pas, pratiquement à la fin de l'année élective, que le SDF commence à se manifester de la sorte, mais il y a des problèmes de la nation dont les élus doivent pouvoir porter et doivent mettre au devant de la scène, puisqu'ils sont dans l'hémicycle pour représenter le peuple. Ils ne sont pas là pour eux. Et par conséquent, ils doivent parler pour le peuple. Donc il est normal que les députés, n'est-ce pas, manifestent, touchent le président de l'Assemblée, dans la conférence des présidents, propose un point qui doit entrer dans l'ordre du jour et que cet ordre du jour soit considéré. Nous ne pouvons pas continuer dans un état où la majorité, entre parenthèses, impose sa façon de voir. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons lancé une opération 300 maires et 100 députés, puisque nous avons 180 au Parlement. Donc si aujourd'hui l'opposition est représentée au Parlement avec 100 députés, vous verrez que les lois qui seront votées seront des lois en faveur du peuple, des Camerounais. Et les maires, si les mairies sont aussi occupés par cette nouvelle génération d'hommes politiques qui arrivent, il est clair que le travail sera fait au bénéfice du peuple. Parce que ce qu'on a toujours assisté, et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai toujours considéré que cette assemblée c'est une grosse caisse de résonance, parce que vous avez un parlement où les projets de loi arrivent à 12 heures et à 14 heures ces projets de loi sont votés sans une lecture claire, sans avoir s'être posé des questions sur le bien fondé des lois que nous adoptons. Nous avons un parlement qui nous avons un parlement qui après combien d'années n'a jamais reçu une proposition de loi. C'est quand même trop grave. C'est trop grave dans une nation comme la nôtre. Et il est temps que les choses bougent, que les choses changent. Je crois que, comme je l'ai dit, je ne commenterai pas la stratégie du SDF, mais pour ma part, le SDF est dans son rôle de représentant du peuple, d'agir pour le peuple. Le SDF demande que soit mise sur pied une commission parlementaire spéciale pour s'intéresser à la question de la crise anglophone, en plus des questions orales qui sont posées les vendredis. Je vais revenir sur les propos d'Albert de Collins qui estime que c'est une attitude des personnes qui manquent d'éducation. Oui, mais je ne peux pas penser que c'est une attitude des personnes qui manquent d'éducation. Je crois pour ma part que ce que nous avons demandé depuis toujours, qui est un dialogue inclusif, et qui est un dialogue non limité aux personnes du nord-ouest et du sud-ouest, mais de tous les Camerounais, parce que les problèmes se trouvent, les problèmes du Cameroun, c'est pas le problème actuel n'est pas uniquement le problème du nord-ouest ou du sud-ouest, c'est le problème du Cameroun en général. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous parlons de dialogue inclusif. Donc il ne faut pas, je crois que vouloir créer énormément de commissions pour ce même problème, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on se poserait des questions, est-ce que ces commissions sont véritablement créées pour résoudre le problème, ou alors ce sont des commissions qui veulent tout simplement des personnes qui veulent s'engraisser de nouveau au détriment de ce peuple-là qui souffre. Le problème est tellement sérieux pour jouer avec ou pour le prendre comme les parlementaires en tant que représentants du peuple, leur parole passerait mieux sur le terrain, puisque les personnes à qui ils iront s'adresser, ce sont ces personnes qui leur ont donné leur suffrage afin que ces parlementaires se retrouvent à l'hémicycle. Ce serait un peu plus facile, vous ne pensez pas? Écoutez, je crois que ce problème doit se comprendre véritablement dans le fond. Il y a une crise d'élite de ce côté-là. Il ne faudrait pas l'ignorer. C'est-à-dire que même ces parlementaires aujourd'hui qui sont de ces zones-là ne sont pas comprises. Il y a une véritable crise d'élite. C'est pour cette raison, depuis des années, que nous appelons d'ailleurs au rajeunissement de la classe politique, au renouvellement de la classe politique. Parce que ceux-là aujourd'hui ne sont pas
la population ne se reconnaît plus en eux. Et il faut comprendre que la population, à un moment donné, a suivi des mots d'ordre de certaines personnes qui, par chance ou par malchance, se sont retrouvées emprisonnées, incarcérés, d'autres ont fui le Cameroun et aujourd'hui la population d'autres ont été libérés. D'autres, bien après, ont été libérés. Aujourd'hui la population